Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance 1 a rendu à la majorité sa décision sur la suite des procédures dans l'affaire à l'encontre des messieurs Gbagbo et Blegoudé, en prononçant leur acquittement et en ordonnant leur mise en liberté. Le 16 janvier 2019, toujours la Chambre de première instance 1, ayant refusé de suspendre la mise en liberté de M. Gbagbo et Blegoudé, l'accusation a déposé sa demande d'interjeter appel de la décision de mise en liberté en demandant l'effet suspensif. Le 18 janvier 2019, la Chambre d'appel, à la majorité, a octroyé la demande d'effet suspensif de l'accusation. Cela signifie que M. Gbagbo et M. Blegoudé restent en détention à La Haye, aux Pays-Bas, jusqu'à ce que la Chambre d'appel décide sur l'appel de l'accusation en matière de mise en liberté. L'accusation doit déposer son appel au plus tard aujourd'hui, 23 janvier 2019. La défense et les victimes peuvent déposer leur soumission en réponse à cet appel au plus tard la semaine prochaine, le 29 janvier 2019. La Chambre d'appel tiendra une audience le 1er février 2019 à 9h30 hors de La Haye pour entendre les derniers arguments de toutes les parties. La Chambre d'appel ne rendra pas sa décision à la dite audience. Je souhaite souligner que la Chambre d'appel se prononcera seulement sur la question de la mise en liberté de M. Gbagbo et de M. Blegoudé. En ce qui concerne la décision d'acquittement, il faudra attendre le dépôt par la Chambre de première instance de sa décision écrite motivée. Par la suite, l'accusation pourra déposer un appel à l'encontre de la décision d'acquittement. Je rappelle que le juge de la Cour a autorisé 729 victimes à participer à la procédure après vérification de leur demande. Il s'agit d'hommes et femmes qui ont subi des préjudices physiques et ou moraux à cause des crimes commis lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Ces victimes, je le souligne, ont spontanément décidé de participer à la procédure pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé. J'ai été nommée avocate des victimes qui participent dans cette procédure par les juges de la Cour, suite au fait que ces victimes avaient été autorisées à participer à la procédure. Les victimes ont contribué à la procédure en partageant et expliquant leurs souffrances et les nombreuses conséquences des crimes sur leur vie, leur famille et leur communauté. Conséquences qui ont encore des répercussions sérieuses dans leur quotidien. Les victimes que je représente continuent d'exprimer leur profonde déception quant à la décision d'acquittement. Toutefois, elles restent confiantes de pouvoir poursuivre leur quête de justice devant la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, je ne représente pas la Cour pénale internationale. Je suis ici en tant qu'avocate des victimes qui participent dans la procédure. Donc, les propos de ce matin n'engagent que moi-même et certainement pas la Cour pénale internationale, ne peuvent pas être reportés comme des propos de la Cour pénale internationale. Il est évident que, puisqu'il n'y a qu'une affaire à l'encontre de M. Gbagbo et M. Blegoudé, seulement les victimes qui disent avoir subi des préjudices qui auraient été commis, j'utilise évidemment le conditionnel, par M. Gbagbo et M. Blegoudé, se peuvent manifester devant la Cour. Parce qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, devant la Cour, une affaire qui aurait
comme suspect ou accusé des personnes qui seraient du côté, comme vous le dites, de M. Ouattara. Donc il est évident qu'il s'agit d'une procédure judiciaire et qu'il faut, si vous me le permettez, suivre le jeu. Hein, quand vous jouez au football, vous connaissez les règles. Eh bien, quand vous êtes devant une procédure à la Cour pénale internationale, également, vous suivez les règles. Il est vrai que, pour l'instant, M. Gbagbo et M. Blegoudé ont été acquittés par la Chambre de première instance 1. Toutefois, cette décision n'est pas une décision définitive. C'est une décision qui est susceptible d'appel. Cela signifie que le statut de Rome a en place certaines garanties pour permettre éventuellement que les deux personnes se représentent devant la Cour si jamais la Chambre d'appel devrait changer le verdict de la Chambre de première instance. Et une des mesures possibles pour pouvoir garantir la présence future des personnes est de le maintenir en détention. C'est prévu par les textes de la Cour. Il s'agit bien évidemment d'une décision de la Chambre s'il y a des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier le maintien en détention. Donc, il ne s'agit pas, si vous me le permettez, de quelque chose qui n'est pas correct ou qui n'est pas juste. Il s'agit simplement d'une demande de l'accusation qui est soutenue par les victimes, parce qu'il est très important pour les victimes, éventuellement, d'avoir M. Blegoudé et M. Gbagbo à la Cour si la Chambre d'appel devrait renverser le jugement de la Chambre de première instance. Et donc, une des mesures possibles est le maintien en détention. C'est cette question, et je le souligne encore une fois, seulement cette question qui à l'instant est devant la Chambre d'appel, parce que, comme vous le savez, la Chambre de première instance n'a pas rendu sa décision motivée écrite. Donc, en fait, nous ne savons pas à aujourd'hui le raisonnement juridique et les raisons juridiques qui ont mené la majorité de la Chambre à décider de l'acquittement. Et incidemment, cela est bien évidemment pas seulement un problème pour les avocats, parce que vous comprenez bien que ne pas pouvoir apprécier le raisonnement juridique affecte la possibilité de représenter ses clients, et cela vaut pas seulement pour les victimes, mais également pour la défense et pour l'accusation. Mais cela a également un effet sur le sentiment des victimes, parce qu'elles ne peuvent pas apprécier complètement les raisons qui ont mené à l'acquittement. Et cela a bien évidemment un impact sur la confiance qu'elles avaient et que malgré tout elles continuent d'avoir en la Cour pénale internationale, mais également un impact, je dirais, sur leur vie quotidienne, parce qu'elles restent toujours dans l'incertitude de connaître la vérité de ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Je rappelle que la Cour a compétence seulement pour le crime commis après le 1er juillet 2002. Donc déjà, tous les crimes qui auraient été commis avant ne rentrent pas dans la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, certains massacres auxquels très souvent on fait référence en Côte d'Ivoire ont été commis avant. Donc, évidemment, ils ne rentrent pas dans la juridiction de la Cour. Deuxièmement, les critères sont des critères objectifs qui sont appliqués par les juges. Je peux vous les mentionner comme ça pour la conversation. C'est, je le répète, la norme 85 du règlement de procédure et de preuve. Premièrement, il doit s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale. Deuxièmement, cette personne doit montrer qu'il ou elle a subi un dommage
à cause d'un crime qui relève de la compétence de la Cour, donc un crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, crime d'agression. Et cette personne doit également montrer qu'elle a subi un préjudice qui est directement en lien avec les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Voilà, ça, ce sont les critères objectifs. Et c'est peut-être aussi la peine de rappeler comment cette participation des victimes se manifeste devant la Cour. Il y a le greffe de la Cour, dont M. Tchik est un représentant aujourd'hui, qui est un organe neutre de la Cour, qui normalement fait des sessions de sensibilisation auprès des communautés affectées quand une enquête ou une procédure est ouverte devant la Cour. Suite à ces sessions de sensibilisation, les victimes peuvent se manifester. Elles doivent remplir un formulaire qui est mis à leur disposition par le greffe de la Cour, pas par un avocat, par le greffe de la Cour. Ils remplissent ce formulaire. Ce formulaire est envoyé au juge de la chambre concernée, selon la procédure. Les juges vont lire ce que les victimes ont écrit, vérifier que les critères de la norme 85 sont remplis et décider de leur statut, de leur octroyer ou non le statut de victime. Pour votre information, il y a des victimes qui n'ont pas été autorisées à participer à la procédure simplement parce qu'elles ne pouvaient pas prouver qu'elles avaient un lien avec les crimes qui avaient été commis lors de la crise post-électorale. Donc il y a un jugement, une décision des juges de la Cour et par la suite un avocat est nommé pour défendre les intérêts des victimes, normalement. Devant la Cour pénale internationale, une procédure en réparation peut être déclenchée seulement s'il y a un verdict de culpabilité. Okay? Donc, en ce moment, la Chambre de première instance a déclaré les deux personnes non coupables, acquittées. Donc, si la situation reste telle qu'elle est, les victimes n'auront aucun droit à réparation, simplement parce qu'il n'y aura pas de personnes déclarées coupables. Si la Chambre d'appel devrait renverser la décision de la Chambre de première instance, la possibilité pour les victimes de, éventuellement, pouvoir déclencher une procédure en réparation pourrait se réouvrir. Mais vous devez également savoir que nous ne savons pas à aujourd'hui quelle sera la décision de la Chambre d'appel. Et j'espère que ce que je vais dire, ça va être assez clair, parce que la Chambre d'appel a en effet plusieurs options sur la question de l'acquittement, sur la question sur la substance. Première option, de confirmer la décision de la Chambre de première instance. Deuxième option, de ne pas confirmer dans son totalité la décision de la Chambre de première instance et donc renvoyer le procès à une autre Chambre de première instance, ou infirmer, renverser la décision seulement sur certaines questions qui pourraient être réglées par la Chambre d'appel. Donc, comme vous le voyez, c'est très compliqué, c'est très hypothétique, et en plus, nous ne savons pas combien de temps il faudra pour décider sur cette question d'acquittement, parce que nous n'avons pas encore la décision par écrit, et donc il n'y a pas encore un appel. Donc, pour répondre à votre question très clairement, la décision de la Chambre d'appel en matière de mise en liberté n'aura aucun effet à l'instant sur un futur droit des victimes de demander réparation si on arriverait à une déclaration de culpabilité. La procédure a été entamée en 2012. Certains des victimes étaient des victimes âgées, donc il est tout à fait normal que certaines victimes sont décédées, malheureusement, au cours de cette procédure. Alors, la Chambre de première instance a délibéré sur la procédure à suivre quand des victimes sont décédées. Donc,
c'est une procédure un peu longue, il y a une décision assez longue sur cette question. Et je dois informer le greffe qui informe la chambre du décès. Alors vous devez savoir que lors des procédures devant la cour, il est possible pour les ayants droit de reprendre l'action des victimes décédées. Ça, c'est un droit typiquement de tradition romano-germanique. C'est en fait comme hériter, si je peux utiliser ce mot, l'action pénale devant la Cour pénale internationale. Donc, il faut un membre de famille qui souhaite reprendre l'action. Alors, vous comprenez très bien que culturellement, en Côte d'Ivoire, il faut d'abord identifier le membre de la famille. Souvent, les victimes se sont déplacées d'où ils étaient. Donc, il est quelquefois laborieux pour trouver les documents le jour après le décès de la victime. Ce qui explique que quelquefois, il y a des mois qui découlent entre le moment où la victime est décédée et le moment où les demandes de reprise d'instance sont déposées devant la Chambre. Voilà. Ceci dit, je vous renvoie à nos soumissions écrites sur cette question qui explique pourquoi il y a eu un certain délai entre le décès de certaines personnes et la communication au greffe de la Cour. Je vais vous donner mon point de vue personnel, qui n'est pas nécessairement le point de vue de mes clients, parce que nous sommes en train de les consulter sur cette question, en préparation de l'audience du 1er février devant la Chambre d'appel. Une possibilité, ce serait bien évidemment la libération sous condition de M. Gbagbo et Blegoudé. Comme nous l'avons déjà plaidé à l'audience du 16 décembre, si il y avait libération, cette libération devrait être assortie de conditions très précises. Et nous avons ajouté que selon nous, parmi les conditions qui avaient été évoquées par l'accusation, on devait également inclure la possibilité que M. Gbagbo et M. Blegoudé ne puissent pas sortir d'Europe, et de rester dans un pays proche de la Cour pénale internationale, et également l'interdiction de contacter bien évidemment les victimes. Ça, ce serait vraiment quelque chose qui devrait être nécessaire. Nous allons très probablement plaider pour la nécessité du maintien en détention et éventuellement dans l'alternative pour une libération sous condition. Je le répète, nous sommes encore en train de consulter nos clients sur cette question très importante.